J'ai tué mes parents ce soir-là, non pas avec un couteau ou un revolver, mais avec des mots que je n'ai pas prononcés, des regards que je n'ai pas jetés, et une porte que j'ai claquée si fort qu'elle a fissuré le silence de notre appartement parisien comme une veine ouverte. Ils m'ont regardé partir, ma mère avec ses yeux fuyants de culpabilité refoulée, mon père avec son rictus de justification bourgeoise, et mon frère mon cher frère avec le sourire triomphant d'un conquérant qui vient de remporter une bataille qu'il n'a même pas livrée. De toute façon, tu es un poids, a craché ma mère en me tendant un sac poubelle rempli de mes maigres possessions, comme si j'étais un déchet qu'on évacue avant l'arrivée des invités. Et moi, à 28 ans, sans un sou en poche ni un toit sur la tête, j'ai ri un rire qui sonnait faux, qui masquait le hurlement primal qui montait en moi comme une marée noire. Ce n'était pas la première trahison, mais c'était la plus crue, la plus viscérale, celle qui a fait éclater la bulle illusoire de la famille unie que j'avais portée comme un bouclier toute ma vie. Dans les rues de Belleville, sous la pluie fine qui collait mes vêtements à ma peau comme une seconde couche de honte, j'ai compris que l'amour filial n'est qu'une dette qu'on rembourse jusqu'à ce qu'elle devienne un fardeau. Et le mien venait d'être soldé par un chèque en blanc, l'arrivée de l'épouse de mon frère, cette poupée blonde aux ongles manucurés, qui avait besoin d'une vraie chambre pour ses tailleurs de marquer ses rêves de petite bourgeoisie montante. Moi, j'étais le bouc émissaire, le fils raté qui squattait le grenier depuis 5 ans, à grappiller des petits jobs freelance pour payer mes factures et leurs remords intermittents. Tu trouveras bien un coin, m'a lancé mon père, les mains dans les poches de son pantalon de costume usé, comme si chasser son propre sang était une formalité administrative. Mais ce qui m'a vraiment brisé, ce n'est pas l'expulsion elle-même, non, c'était le banquet qui a suivi, 2 jours plus tard, que j'ai appris par un texto laconique de mon frère, venez célébrer avec nous au restaurant Le Coq d'Or. 20h. J'y suis allé, non par masochisme, mais par une curiosité malsaine, un besoin de voir jusqu'où ils iraient dans leur comédie. Assis à une table d'angle, invisible dans l'ombre des rideaux de velours rouge, j'ai regardé ma famille trinquer à la santé de la nouvelle mariée, leur rire cascadant comme du champagne pétillant. Ma chambre, mon refuge de livres jaunis et de rêves inachevés était maintenant un écrin pour leurs ébats conjugaux. Et moi? J'étais dehors, hébergé provisoirement chez un ami dans un studio étouffant de Ménilmontant, à me demander si la vengeance n'était pas le seul fil conducteur qui me reliait encore à ce monde. Les jours suivants se sont étirés comme une plaie qui refuse de cicatriser, chaque heure une piqûre de rappel acérée. Paris, cette ville que j'aimais pour ses ruelles labyrinthiques et ses cafés enfumés où l'on pouvait noyer ses peines dans un expresso amer, s'était mué en un labyrinthe hostile, un échiquier où j'étais le pion sacrifié. J'avais atterri chez Lucas, un ancien collègue de fac, graphiste freelance comme moi, qui vivait dans un 2 pièces surchauffé au cœur du 20e arrondissement. « Prends le canapé, mec, aussi longtemps que tu veux », m'avait-il dit avec ce sourire solidaire des Parisiens qui ont eux-mêmes frôlé la précarité. Mais la générosité a ses limites, et je le sentais dans ses regards furtifs vers l'horloge quand je rentrais tard, les épaules voûtées sous le poids d'un CV envoyé pour la énième fois. La nuit, quand le ronflement de Lucas traversait les cloisons minces comme du papier, je restais éveillé, les yeux rivés au plafond craquelé, à disséquer la scène de mon expulsion comme un chirurgien fou. Ma mère, Élise, avec ses cheveux teints en châtain impeccable et son tailleur pantalon qui hurlait femme active des années 80, avait toujours été la gardienne du foyer, celle qui comptait les euros avec une précision maniaque. « On n'a pas les moyens de te porter indéfiniment, Alexandre », avait-elle susurré en me tendant le sac, ses lèvres pincées en une ligne qui trahissait des années de frustrations accumulées. Mon père, Henri, cadre moyen à la SNCF, usé par des horaires infernaux et des promotions promises qui ne venaient jamais, avait hoché la tête en silence, son rôle de patriarche réduit à un acquiescement muet. Et Laurent, mon frère aîné de 3 ans, l'étoile filante de la famille ingénieur chez Airbus, marié à Sophie, l'héritière d'une petite chaîne de boulangeries artisanales qui avait débarqué avec son air de vainqueur, sa femme pendue à son bras comme un trophée. Pourquoi moi? Pourquoi pas lui, avec ses factures de crédit auto et ses week-ends à Deauville? Parce que j'étais l'outsider, le rêveur qui avait abandonné l'école d'ingé pour des études en art graphique, un caprice, comme le qualifiait mon père lors des dîners tendus. J'avais passé ma jeunesse à compenser, aidant aux courses quand Henri rentrait fourbu, écoutant les plaintes d'Élise sur ses collègues mesquines, couvrant les arrières de Laurent lors de ses bêtises adolescentes. Et voilà ma récompense, un poids qu'on jette par-dessus bord pour sauver le navire familial. La rage bouillonnait en moi, non pas une flambée soudaine, mais un feu couvant, méthodique, qui me consumait de l'intérieur. Je commençais à tracer des plans dans ma tête, des schémas de revanche aussi précis qu'un storyboard de film noir. Pas de violence brute au non, ça serait trop vulgaire, trop facile. Ma vengeance serait chirurgicale,
un scalpel glissant dans les chairs tendres de leurs illusions. Le matin du 3e jour, je me suis levé avant l'aube, le corps raidi par le canapé défoncé. Lucas dormait encore, un bras jeté en travers de son oreiller comme un bouclier contre le monde. J'ai enfilé mon manteau usé, attrapé mon ordinateur portable, mon seul bien de valeur, et suis descendu dans la rue, où l'air froid de novembre mordait comme un chien enragé. Belleville s'éveillait dans un chaos organisé, les marchands de fruits criant leurs prix en arabe et en mandarin, les scooters pétaradant sur les pavés irréguliers, l'odeur de pain frais se mêlant à celle des gaz d'échappement. J'ai marché jusqu'au métro Pyrénées, le billet à 2,10 € pesant comme une chaîne à ma poche. Direction le centre, où les agences d'intérim pullulaient comme des champignons après la pluie. Mais ce n'était pas un job que je cherchais, pas encore. Non, j'avais besoin d'informations, de munitions. J'ai ouvert l'app de traçage familial que j'avais installé discrètement sur le téléphone de Laurent des mois plus tôt, un cadeau fraternel pour rester connecté. Il était au bureau, près de l'aéroport d'Orly, et Sophie? Chez nous, dans mon ancienne chambre, à déballer des cartons de vaisselle Wedgwood. L'idée me tordait les tripes, mes posters de Godard arrachés des murs, mes carnets de croquis entassés dans le cagibi. J'ai envoyé un message anonyme depuis un burner phone acheté la veille chez un tabac, félicitations pour la nouvelle vie. Profitez bien du grenier reconverti ensuite nuptial. PS, les murs ont des oreilles. Pas de réponse immédiate, mais je savais que ça germerait, une graine de doute plantée dans leur jardin impeccablement taillé. De là, j'ai bifurqué vers la Bibliothèque nationale de France, ce vaisseau de verre et d'acier qui trône comme un monolithe au bord de la Seine. J'y ai passé la matinée, plongé dans des ouvrages sur la psychologie familiale, les dynamiques toxiques, les mécanismes de la culpabilité refoulée. Freud, Lacan, des essais contemporains sur la précarité générationnelle en France, tout y passait, absorbé comme un poison lent. J'apprenais que la famille n'est pas un cocon, mais un écosystème darwinien où les faibles sont éjectés pour la survie des forts. Et moi, j'allais inverser la loi de la jungle, transformer le faible en prédateur. À midi, un sandwich triangle au jambon beurre avalé sur un banc, je suis retourné chez Lucas avec un plan embryonnaire, infiltrer leur cercle, semer le chaos de l'intérieur, les forcer à avaler leur propre venin. Le soir, un appel de ma mère, le premier depuis l'expulsion. Alexandre, reviens dîner. On regrette peut-être un peu. Sa voix tremblait, un mélange de remords et de calcul. J'ai souri dans le noir, le téléphone pressé contre mon oreille comme une arme. Trop tard, maman. Le poids s'est allégé. Et j'ai raccroché, sentant pour la première fois le goût métallique de la liberté au acre, mais enivrant. Les semaines qui ont suivi ont été un lent empoisonnement, une danse macabre où chaque pas me rapprochait du bord du gouffre, mais aussi de la lame affûtée que je forgeais en secret. Lucas, sentant mon humeur volcanique, m'avait proposé un job partagé, retoucher des logos pour une petite agence de pub dans le Marais. Saper les factures, et puis, t'es bon là-dedans, avait-il dit en me tendant un café serré. J'avais accepté, non par nécessité immédiate, j'avais encore quelques économies grattées de mes gigs sur Upwork, mais pour me fondre dans la masse, devenir l'ombre que personne ne remarque. Les journées se passaient en open space bruyant, entouré de hipsters en sneakers neufs qui parlaient de disruption comme d'un mantra, tandis que la nuit, je sculptais ma vengeance sur un tableur Excel anonyme, colonne pour les faiblesses de chacun, ligne pour les leviers à actionner. Laurent était le maillon faible, le golden boy craquelé sous sa façade d'invincibilité. Marié depuis 6 mois à Sophie, il avait déjà commencé à craquer sous la pression, des textos nocturnes que j'interceptais via l'app, des plaintes sur ses attentes démesurées. Sophie, avec son accent chantant du sud-ouest et ses ambitions de femme d'affaires, rêvait d'agrandir la boulangerie familiale en franchise, et Laurent, promu récemment, était son cheval de Troie. J'ai commencé par des sabotages subtils, un email anonyme à son boss chez Airbus, signalant une irrégularité dans ses rapports, rien de grave, juste assez pour déclencher un audit interne. Erreur de jeunesse, se justifierait-il, mais la graine du doute était semée. Puis, pour Sophie, un faux profil sur LinkedIn, un consultant et qui l'a contacté pour un partenariat mirage, la flattant jusqu'à ce qu'elle investisse des heures en appels stériles, vidant son énergie comme un vampire. Mais c'était avec mes parents que le jeu devenait personnel, une partie d'échecs où chaque pièce était un souvenir tordu en armes. J'ai réapparu un dimanche midi, sans prévenir, à la porte de l'appartement haussmannien du 11e, celui que mon grand-père avait légué et que Henri avait restauré goutte à goutte avec ses primes de fin d'année. Élise a ouvert, son tablier taché de farine où elle cuisinait toujours pour maintenir la tradition, et son visage s'est figé en un masque de surprise coupable. Alexandre.
Entre vite. J'ai franchi le seuil, inhalant l'odeur familière de bois ciré et de pot-au-feu, mais tout était différent, le couloir élargi par la suppression de ma porte, les murs repeints en beige clair pour moderniser. Laurent et Sophie étaient là, attablés dans le salon, un verre de Bordeaux à la main. Frangin, a lancé Laurent avec un enthousiasme forcé, se levant pour une accolade maladroite. Sophie m'a toisé, ses yeux bleus comme des éclats de glace, on espérait que tu viendrais. Le repas a été une mine de détonateur. Henri, fidèle à lui-même, a monopolisé la conversation sur la politique Macron et ses réformes qui tuent la classe moyenne, évitant tout regard vers moi. Élise servait les plats avec des gestes nerveux, glissant des excuses voilées, c'était pour le bien de tous, tu sais. Laurent a besoin d'espace pour fonder une famille. J'ai hoché la tête, mâchant mon gigot d'agneau comme si c'était du carton, et quand Laurent a vanté son dernier projet chez Airbus, un contrat avec Qatar Airways, j'ai laissé tomber la bombe, félicitations. J'ai entendu dire que les audits internes sont tendus en ce moment. Attention à ne pas te faire piéger par un rival jaloux. Silence. Ces couverts ont teinté contre l'assiette. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai haussé les épaules, innocent, rien, juste des rumeurs sur les forums pro. Paris est petit, tu sais. Le reste du déjeuner s'est déroulé dans une tension palpable, comme l'air avant un orage d'été. Sophie a tenté de détendre l'atmosphère en parlant d'écho où on a transformé ta chambre en un vrai cocon, Alexandre, avec une tête de lit en velours, mais ses mots sonnaient creux, et je voyais Élise pâlir à chaque bouchée. Après le café, je me suis éclipsé dans le grenier au non, dans ce qu'il en restait, maintenant un débarras pour les cartons de Sophie. Mes affaires, empilées dans un coin, poussiéreuses, oubliées. J'ai fouillé discrètement, empochant un vieil agenda de Laurent datant de l'université, rempli de notes sur ses dettes étudiantes et ses infidélités passées. Munitions. Dehors, sous un ciel plombé qui menaçait de crever, j'ai marché jusqu'au canal Saint-Martin, où les bobos sirotaient des bières artisanales sur les berges. Assis sur un banc, j'ai ouvert l'agenda, des noms de filles, des montants dus à des prêteurs discrets. Laurent n'était pas le héros qu'il prétendait, il était un imposteur, comme nous tous, mais le mien venait d'être démasqué. La nuit tombante a apporté un appel de Lucas, t'es où? J'ai une piste pour un appart cher dans le 18e. Pas cher. J'ai refusé poliment, je n'étais pas prêt à m'ancrer. Pas encore. Ma vie était un flux, un courant qui me portait vers la confrontation inévitable. Les jours suivants, les fissures se sont élargies. Un texto de Laurent, c'était quoi cette connerie d'audit? T'as rien dit à quelqu'un? J'ai ignoré. Élise m'a bombardé de messages, recettes de famille, invitations larmoyantes. On t'aime, tu sais. Mensonge. Et puis, la cerise, une lettre recommandée de l'agence immobilière familiale où Henri gérait des locations en sous-main pour arrondir les fins de mois. Il cherchait un locataire pour un studio dans le 13e, mais réservé à la famille. Ironie. J'ai répondu par mail, anonyme, le poids est de retour. Prêt à payer le loyer en regret. La vengeance prenait forme, non comme un feu d'artifice, mais comme une toile d'araignée, patiente, invisible, mortelle. Et au centre, moi, l'araignée, tissant mes fils dans l'ombre. Noël approchait, cette farce annuelle qui transforme les rancunes en guirlandes scintillantes, et Paris s'habillait de lumière factice pour masquer la solitude qui ronge les âmes comme la rouille le fer forgé. J'avais déménagé dans un squat légal du 19e, un ancien atelier reconverti en colocation anarchiste, où l'électricité clignotait comme un pouls irrégulier et les murs suintaient d'humidité. Mes colocataires, une bande d'artistes et de militants aux piercings rouillés et aux idéaux fanés me toléraient pour le loyer modique que je versais en croquis publicitaires. T'as l'air d'un mec qui porte le monde sur ses épaules, m'avait dit Clara, une sculptrice aux cheveux rasés, en me tendant une bière tiède un soir. J'avais ri, amer, non, juste ma famille. C'était là, dans ce chaos organisé, que j'affinais mon plan. L'agenda de Laurent m'avait livré un trésor, une dette de 15 000 € chez un usurier du quartier des Halles, un certain Monsieur K, dont les coordonnées scribouillées en marge menaient à un bar à Hublot près de Châtelet. J'ai commencé par des repérages, des après-midi passés à siroter des demi au zinc, observant les allées et venues des ombres louches. K était un colosse chauve, tatoué de serpents enroulés autour de ses avant-bras, qui gérait ses affaires d'une table d'angle, entouré de types en bombeur qui sentaient la testostérone et le hache. Un soir, après 3 verres pour me donner du courage, je me suis approché, j'ai des infos sur un de vos clients. Laurent Moreau. Il vous doit gros. Car m'a jaugé,
ses yeux porcins plissés. Et toi, t'es qui, le flic ou le corbeau? J'ai glissé une photo d'identité de Laurent sur la table, prise lors d'un barbecue familial. Le frère. Mais pas le bienveillant. On a négocié dans l'arrière-salle, une pièce étouffante imprégnée d'odeur de tabac froid et de sueur. J'ai proposé un deal, je lui fournis les détails, adresse, habitude, faiblesse en échange d'une faveur future. Pas d'argent, non, quelque chose de plus précieux, l'accès à ses réseaux pour un job illégal, un hack freelance qui boosterait mon CV sombre. K a ricané, montrant des dents jaunies, t'es un drôle de frangin. Mais j'aime les familles qui se bouffent entre elles. Accord scellé d'une poignée de main moite. De retour au squat, j'ai vomi dans les toilettes communes, le goût de bile se mêlant à celui de la trahison. Était-ce de la vengeance ou de la déchéance? La ligne s'effaçait, et ça m'excitait autant que ça me terrifiait. Avec Élise, c'était plus insidieux, un empoisonnement psychologique distillé goutte à goutte. Elle m'appelait tous les 2 jours, sa voix un mélange de miel et de vinaigre. Ton père est stressé au boulot, Alexandre. Il a besoin de soutien. Je jouais le rôle du fils prodigue repentant, écoutant ses jérémiades sur les factures qui s'empilaient, les voisins qui jasaient sur le petit qui s'est fait virer. Puis, je contre-attaquais, et moi, maman? Tu sais ce que c'est de dormir sur un matelas gonflable, de mendier des restes chez des potes? Silence, puis des sanglots étouffés. C'était pour Laurent, pour l'avenir. L'avenir. Ce mot me rongeait, le mien avait été hypothéqué pour le leur. J'ai commencé à lui envoyer des colis anonymes, des factures falsifiées à son nom pour des prêts qu'elle n'avait pas pris, des lettres de huissiers fantômes menaçant de saisie. Chaque matin, elle me harcelait, c'est toi? Dis-moi que c'est pas toi. Et je répondais, serein, imagine si c'était pire. Henri, lui, était une forteresse craquelée, son silence une armure rouillée. J'ai infiltré son monde pro via un faux profil sur Viadeo, recruteur senior chez une concurrente de la SNCF. Des messages flatteurs, puis des insinuations, on entend des rumeurs sur des irrégularités dans les plannings à la gare de Lyon. Vous cherchez du changement? Il a mordu à l'hameçon, répondant d'abord avec prudence, puis avec avidité aux des CV envoyés, des confidences sur ses frustrations. La direction est corrompue, vous savez. J'ai alimenté le feu, des offres mirages qui le faisaient rater des deadlines réels, le poussant au bord de la burn-out. Un soir, il m'a appelé au miracle d'une voix éraillée, « Fils, j'ai merdé. Reviens, on en parle. » J'ai laissé sonner, le cœur battant comme un tambour de guerre. Pas encore. Noël est arrivé comme un intrus, avec ses vitrines illuminées des Champs-Élysées et ses marchés aux odeurs de vin chaud et de marrons grillés. L'invitation familiale est tombée, lourde de sous-entendus, soirée chez nous. Présence obligatoire pour l'unité. J'y suis allé, engoncé dans un pull emprunté à Lucas, un cadeau enveloppé sous le bras, un livre sur la psychologie des familles dysfonctionnelles, anonyme. La table était dressée comme pour un sacre, dinde farcie, bûche pâtissière, guirlande clignotante. Laurent et Sophie, radieux, annonçaient une grossesse, un petit Moreau en route. Applaudissements forcés. Élise, les yeux rougis, m'a serré dans ses bras, Dieu merci, tu es là. Henri a trinqué, maladroit, à la famille. Mais sous la surface, le poison coulait. Pendant le dessert, j'ai glissé à Laurent, félicitations, papa. Au fait, K te salue. Son visage s'est décomposé, un mélange de terreur et de compréhension. Sophie a froncé les sourcils, Élise a pâli. J'ai souri, levant mon verre, à l'avenir. Qu'il soit léger. La soirée s'est achevée dans un malaise poisseux, des au revoir hachés. Dehors, sous la neige fine qui saupoudrait Paris comme du sucre glace sur une plaie, j'ai ri pour de bon ou un rire libérateur, qui faisait écho dans les ruelles vides. La machine était lancée, plus de retour en arrière. Le printemps a surgi comme un voleur, chassant l'hiver avec une brutalité qui reflétait mon état d'esprit, des jours de chaleur étouffante où la Seine charriait des relents de pourriture, et des nuits où les cauchemars me laissaient tremper de sueur, hanté par des visions de mes parents implorant à genoux. Le squat était devenu mon bunker, un terrier où je creusais plus profond dans la psyché de ma proie. Clara m'avait initié à ces séances de thérapie collective, des cercles de parole autour d'un feu de camp improvisé dans la cour, où les âmes écorchées se déversaient comme du vin versé. La famille, c'est le premier trauma, avait-elle dit un soir, ses yeux brillant à la lueur des flammes. J'avais hoché la tête, mais intérieurement, je bouillonnais, la mienne n'était pas un trauma, c'était une sentence de mort que j'allais commuer en appel.
Laurent a craqué le premier, comme prévu. 3 semaines après Noël, un appel paniqué à 2 heures du matin, « Alex, bordel, c'est quoi ce cirque avec K ?» Il m'a coincé à la sortie du boulot, menaçant de tout balancer à Sophie. Sa voix chevrotait, un mélange de fureur et de terreur enfantine. J'ai faim la surprise, K. Lequel? Il a balbutié les détails ou les intérêts composés qui grimpaient, les visites nocturnes qui laissaient des bleus sur ses côtes. J'ai besoin d'aide, frangin. Prête-moi 5000 €, juste pour respirer. J'ai ri doucement dans le combiné, et moi, Laurent? Quand j'avais besoin d'un toit, tu as applaudi à mon éviction. Souviens-toi, de toute façon, tu es un poids au point. Silence assourdissant, puis un clic. Le lendemain, des messages, supplications, menaces voilées. J'ai bloqué son numéro, mais pas avant d'envoyer l'enregistrement à K, il est mûr. Sophie a été mon coup de maître involontaire. Enceinte de 3 mois, elle rayonnait dans ses posts Instagram Baby Moro, des selfies en robe fluide devant la tour Eiffel, mais j'accédais à ses mails via un phishing artisanal, un lien d'offre spéciale maternité et cliqué par naïveté. Là, les fissures, des factures de cliniques privées impayées, des disputes codées avec Laurent sur tes dettes qui nous coulent. J'ai fabriqué une alerte, un faux diagnostic médical envoyé à son gynéco, suggérant un risque génétique lié au stress paternel. Panique. Elle a confronté Laurent, des cris filtrés par le mur mitoyen que j'écoutais via un micro bon marché collé lors d'une visite amicale. Tes secrets nous tuent, hurlait-elle. Il niait, bien sûr, mais le doute s'infiltrait comme l'eau dans une coque fissurée. Élise, quant à elle, sombrait dans une spirale de culpabilité que je nourrissais comme un jardinier sadique. Les colis anonymes avaient évolué, non plus des factures, mais des photos ou des clichés volés de moi, enfant, souriant dans les bras de mes grands-parents, annoté au verso, le poids que tu as jeté. Il grandit. Elle m'appelait en larmes, c'est toi, hein? Arrête, je t'en supplie. Ton père. Il va mal. Henri, en effet, avait été rétrogradé au Mont. Un recruteur avait semé assez de rumeurs pour que les RH s'agitent. Il buvait maintenant, des bouteilles de Calva cachées dans le garage, et Élise me décrivait ses silences, ses crises de rage contre les murs. Reviens, Alexandre. On était égoïstes. Je répondais toujours la même chose, le poids s'alourdit. Un après-midi de mai, sous un soleil qui dardait comme un projecteur d'interrogatoire, je les ai tous réunis. Pas par invitation, mais par chantage soft, un mail groupé avec des extraits d'enregistrement Laurent suppliant, Sophie pleurant, Henri marmonnant des regrets ivres. Dimanche, 14 h, au parc des Buttes-Chaumont. Venez seuls, ou ça sort au grand jour. Ils sont venus, silhouette ave sur le sentier gravillonné, le lac artificiel miroitant comme un miroir brisé en contrebas. Laurent d'abord, les yeux cernés, une égratignure fraîche sur la joue au cadeau de K, sans doute. Puis Sophie, main sur le ventre, regard fuyant. Élise et Henri bras dessus bras dessous, vieillis de 10 ans en 3 mois. On est là, a murmuré Henri, sa voix rauque comme du papier de verre. J'ai désigné un banc isolé, sous les cerisiers en fleurs dont les pétales roses tombaient comme une neige éphémère. Asseyez-vous. Et écoutez. J'ai déroulé le fil, chaque sabotage expliqué, pas à pas, avec la logique froide d'un procureur. Vous m'avez expulsé pour l'espace, pour l'avenir. Mais l'espace vide appelle le vide. J'ai rempli le vôtre de vos propres poisons. Laurent a bondi, t'es un monstre. Sophie a pleuré, pense à l'enfant. Élise s'est effondrée, pardon, mon fils. On t'aimait, à notre façon. Henri, stoïque, a murmuré, qu'est-ce que tu veux? De l'argent? La chambre? J'ai secoué la tête, le cœur un nœud gordien. Rien. Juste que vous sentiez le poids. Chaque jour, comme moi. Puis j'ai ajouté, la voix basse, et si vous recommencez, le prochain coup sera fatal. Ils sont partis, brisés, me laissant seul avec les cerisiers qui continuaient leur danse indifférente. Étais-je victorieux? La vengeance avait goût de cendre, mais aussi de catharsis, un poids allégé, enfin. Pourtant, au fond, je savais, le cycle n'était pas rompu. Juste reporté. L'été a étouffé Paris dans une canicule impitoyable, transformant les trottoirs en brasiers et les esprits en fourneaux surchauffés. Le squat, avec ses fenêtres scellées par des années de négligence, était devenu une fournaise où la sueur collait à la peau comme une accusation. Clara m'avait proposé de squatter sa chambre de bonne près de Montmartre pour prendre l'air,
mais j'avais refusé, l'anonymat du 19e me protégeait encore, un cocon d'isolement où je digérais les retombées de notre confrontation au but Chaumont. Les nouvelles arrivaient par bribes, texto d'Élise suppliant un signe de vie, un appel de Laurent jurant c'est fini, on paie la dette ensemble, des posts Instagram de Sophie où son ventre arrondi cachait mal des yeux gonflés. Henri? Silence radio, mais un collègue de Lucas avait murmuré, ton vieux a pris un congé maladie. Burn-out sévère. La vengeance, une fois consommée, laisse un vide béant, un écho qui résonne dans les recoins de l'âme comme un cri étouffé. Je me surprenais à errer le long de la Seine au crépuscule, quand les touristes se dispersaient et que les lumières des ponts s'allumaient comme des phares dans la brume, à me demander si j'avais gagné ou perdu. Les livres de psycho que j'avais dévorés au début me hantaient, la boucle de la toxicité familiale, où le bourreau devient victime et vice-versa. Étais-je devenu eux? Mon reflet dans l'eau trouble aux cheveux en bataille, barbe naissante, yeux creusés par l'insomnie me renvoyait un étranger, un justicier aux mains tachées d'encre invisible. Clara, sentant le malaise, m'avait traîné à une expo dans le 3e, des toiles abstraites de Baselitz, tête pendue à l'envers, symbole de désordre intérieur. C'est ça, la vie, avait-elle dit en allumant une clope. On inverse tout pour y voir clair. J'avais acquiescé, mais intérieurement, j'inversais déjà, et si la vraie revanche était le pardon? Non. Trop tard pour ça. Car m'avait recontacté mi-juin, un SMS laconique, le frangin a payé une tranche. Mais il tremble. T'as d'autres cibles? J'avais décliné poliment, coupant les ponts avec cet univers souterrain qui puait la perdition. À la place, j'avais plongé dans le travail, un contrat freelance pour une revue en ligne, des illustrations pour un polar sur la trahison conjugale. L'argent coulait, maigre mais régulier, assez pour un vrai appart à un studio sous les toits dans le 10e, avec vue sur le canal et un loyer qui rongeait la moitié de mes gains. Déménagement en juillet, sous un orage biblique qui inondait les rues de boue et de regrets. Lucas m'avait aidé, chargeant mes cartons dans une fourgonnette brinque-ballante, t'es différent, Alex. Plus. Dur. J'avais souri, la famille forge l'acier. Où t'as apporté une trêve forcée, Paris vidé de ses habitants, une coquille chaude et vide où l'on pouvait respirer sans croiser de fantômes. J'ai passé des jours à peindre non des commandes, mais des toiles personnelles, des portraits tordus de ma famille, Élise avec des yeux de gorgone, Laurent couronné d'épines, Sophie un ventre gonflé comme une grenade prête à éclater, Henri un géant d'argile fissuré. Catharsis picturale, disent les artistes, pour moi, c'était une exorcisme raté. Une lettre est arrivée fin août, manuscrite, l'écriture tremblante d'Élise, le bébé est né. Une fille, Amélie. Elle te ressemble. Reviens, s'il te plaît. On a tous changé. Jointe, des photos, un nourrisson rose et fripé, Laurent épuisé mais souriant, Sophie alitée. Mon cœur s'est serré au pas de tendresse, mais d'un calcul froid, l'enfant comme levier ultime. J'ai répondu par une carte postale, anonyme, félicitations. Mais le poids d'un nouveau-né est le plus lourd. Attention à ne pas le laisser tomber. Cruauté gratuite? Peut-être. Mais nécessaire, pour sceller les plaies. Pourtant, les nuits doux, quand la chaleur rendait l'air sirupeux, les doutes m'assaillaient, et si j'étais le monstre? Les appels de Clara, ses invitations à des afters dans des bars de Belleville, me tiraient vers la lumière rire forcé, bière partagée, baisers volés sous les néons clignotants. T'es pas obligé de porter ça seule, murmurait-elle un soir, sa main sur mon épaule. J'ai failli craquer, lui confier le chaos, au lieu de ça, j'ai fui dans la nuit, courant jusqu'au Père-Lachaise, où les tombes centenaires veillaient comme des juges muets. Septembre a ramené la rentrée, le rythme frénétique des métros bondés et des cafés regonflés. Un job stable s'est profilé, graphiste junior chez une agence du Sentier, salaire décent, horaire flexible. J'ai emménagé pour de bon, achetant un matelas neuf et des plantes qui jaunissaient faute de soins. La famille? Des échos lointains, Laurent promu malgré l'audit, K avait joué faire, Sophie en congé maternité, Élise et Henri en thérapie de couple ironie, payés en partie par mes conseils anonymes sur des forums. Puis, l'inévitable, une confrontation solo avec Henri, un soir de pluie battante devant mon immeuble. Il était là, parapluie dégoulinant, un paquet sous le bras mes vieux carnets de croquis, sauvés du cagibi. Fils. On a merdé. Gravement. Sa voix brisée, des larmes coulant dans sa barbe grise. J'ai hésité, le seuil franchi à moitié, papa, le poids, c'est mutuel. Il a tendu le paquet, regarde. T'es un artiste. Pas un poids.
Pour la première fois, j'ai vu l'homme derrière le patriarche fragile, humain. J'ai pris le paquet, refermé la porte doucement. Pas de réconciliation, pas encore. Mais une fissure dans mon armure. L'automne a enveloppé Paris d'un manteau de feuilles mortes et de brouillard, transformant les boulevards en couloirs hantés où les souvenirs rôdaient comme des spectres. Mon studio, avec ses murs blancs fraîchement repeints et ses croquis punaisés au hasard, était devenu un sanctuaire précaire, un lieu où je reconstruisais, brique par brique, une vie volée. Le job à l'agence me comblait à moitié, des briefs créatifs sur des campagnes écolos, des nuits tardives à bidouiller des mock-ups sous la lampe IKEA qui bourdonnait comme un SM. Clara était passée de confidente à amante intermittente, nos nuits un mélange de tendresse brute et de silence lourd, où je lui livrais des fragments de mon histoire sans jamais le tout. T'es un iceberg, Alex, murmurait-elle en traçant des cercles sur mon torse. La partie visible est belle, mais le reste. Froid. Elle avait raison, la vengeance m'avait gelé, mais la chaleur de ses bras commençait à faire fondre les bords. La famille, elle, se recomposait en mosaïque brisée. Des nouvelles par bribes, Amélie grandissait, un bébé aux yeux verts comme les miens, et Sophie avait repris le boulot à mi-temps, jonglant entre couches et bilans comptables. Laurent m'avait envoyé un mail le premier sans menace, je paie mes dettes. Toutes. Incluant la tienne. Pardonne-moi, si tu peux. Pièce jointe, un virement de 2000 €, pour le départ. J'avais transféré l'argent à K, anonymement, fermant ce chapitre souterrain. Élise organisait des dîners sans pression, des invitations que j'ignorais jusqu'à ce novembre pluvieux, où un appel d'Henri a brisé ma résolution, c'est ton anniversaire demain. Viens. Juste nous. 30 ans. Un cap symbolique, une porte que je franchissais malgré moi. Le dîner était modeste, dans l'appartement inchangé en ma chambre toujours celle de Sophie et Amélie, mais avec un berceau en bois clair qui adoucissait les angles. Ils étaient tous là, tendus comme des cordes d'arc, Élise au fourneau, un tablier neuf, Henri au vin, sa main tremblante versant du Bourgogne, Laurent berçant la petite, Sophie souriante mais circonspecte. Joyeux anniversaire, ont-ils chorégraphié, maladroit, un gâteau au chocolat mal démoulé au centre. J'ai soufflé les bougies, le regard accroché au mur où pendait encore une photo de nous quatre, adolescents, à la plage de Cabourg, innocence figée. Le repas a coulé, hésitant, anecdote légère sur Amélie, elle rit comme toi, Alex, regret voilé, on a été aveugle. Puis, le cœur du nœud, Élise, les yeux humides, a pris ma main. On t'a chassé comme un intrus. Mais tu es notre sang. Reviens, quand tu veux. Laurent a enchaîné, voix basse, j'ai tout avoué à Sophie. Les dettes, les mensonges. Et toi? J'ai été un frère minable. Sophie a hoché la tête, on veut réparer. Pas par pitié, mais parce que c'est juste. Henri, dernier, a murmuré, j'ai pris ma retraite anticipée. Pour réfléchir. À nous. Le silence a suivi, lourd de non-dits, puis j'ai parlé au pas en cri, mais en filet clair, vous m'avez appris la solitude. Et la force qu'elle forge. Je ne reviens pas comme avant. Mais. On recommence. Lentement. Étreinte maladroite, rires étouffés, Amélie gazouillant comme un point final joyeux. Dehors, la pluie avait cessé, laissant un ciel étoilé rare pour Paris. Clara m'attendait au café du coin, une bière fraîche à la main. Ça s'est passé comment? J'ai souri, vraiment cette fois, comme une fin. Et un début. La vengeance? Un chapitre clos, un feu éteint dont les braises réchauffent encore. J'avais gagné non en les brisant, mais en me relevant intact, plus sage, prêt à tisser de nouveaux fils, non d'araignée, mais de toile commune. Paris, éternelle, reprenait son souffle. Et moi avec elle.